Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce spécial Blabla Sensé dont le thème aujourd'hui est les missions onusiennes de maintien de la paix en Afrique, le cas de l'ONUCI en Côte d'Ivoire et de la MINUSMA au Mali. Et donc pour en parler, nous avons deux personnalités qui ont l'habitude d'être sur ce plateau-là pour parler de sujets qui intéressent l'Afrique et même au-delà. Et donc nous avons à ma droite le Dr Jonas Zadi, porte-parole de l'UNPR, qui est un parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Bonjour Jonas. Bonjour. Et à ma gauche, nous avons l'inamovible Tapa Conté, membre du parti au pouvoir du Mali, le RPM de Benguarka Keïta. Tapa qui n'est plus à présenter, qui fait partie des premiers qui ont participé au Blabla Sensé. Bonjour Tapa. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous avoir. Et donc, pour situer un peu les choses, depuis 1954, 55, 56, l'ONU a lancé des missions de maintien de la paix à travers le monde. Et plus de la moitié de ces missions-là sont sur le sol africain. Et la plupart du temps, les pays ne sont pas satisfaits de ces situations de maintien de paix. Que ce soit l'ONUCI, que ce soit la MINUSMA, aujourd'hui, les peuples pour lesquels ces missions-là sont assignées, aujourd'hui, ces peuples-là se plaignent de ces missions-là, se plaignent des agents de maintien de la paix que l'ONU envoie dans ces pays. Donc, ces questions de maintien de la paix dans les pays africains ou même au-delà de l'Afrique posent des problèmes parce que les peuples ne s'y retrouvent pas. Pas plus tard que 2 semaines au Mali, il s'est posé encore l'épineux problème de la MINUSMA et des populations du nord du Mali, qu'elle est censée protéger, qu'elle est censée amener vers la paix. Il est reproché à la MINUSMA d'avoir tiré à balles réelles sur les populations de Gao qui étaient venues manifester leur mécontentement suite aux agissements de la MINUSMA sur le sol malien. Et aujourd'hui, des missions d'enquête sont lancées par le Mali et par la MINUSMA elle-même pour faire la lumière sur cette affaire. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu une interview avec un responsable politique malien du nom de Mar Mariko, qui nous a donné son analyse sur la chose. Aujourd'hui, nous allons écouter Tapa Conté, qui est du pouvoir, qui est membre du parti au pouvoir au Mali, et de Jonas Zadi, qui est ivoirien, donc qui a une lisibilité, une visibilité sur la mission onusienne en Côte d'Ivoire, et on va juxtaposer les deux. Et ensuite, nos spectateurs se feront une idée. On va commencer par Jonas. Comment les Ivoiriens perçoivent l'ONUCI qui est encore en Côte d'Ivoire, l'ONUCI qui est encore présente en Côte d'Ivoire, comment les Ivoiriens la perçoivent? L'ONUCI, merci Elia de me permettre de me prononcer sur l'ONUCI. Et vraiment, je salue RP Média pour la mission d'information que cet organe s'est donné comme mobile afin d'éclairer un peu les populations sur ce qui se passe dans nos pays. Et surtout aujourd'hui, nous parlons de la MINUSMA et de l'ONUCI. Je pense que nous allons en voir en détail les choses, mais je dirais pour commencer que l'ONUCI a un rôle un peu biaisé qui laisse les populations et les peuples même sur leur faim. Elle se détourne parfois de la mission première qui est de protéger les populations, d'intervenir et de maintenir la paix. Donc l'ONUCI, vu par la population ivoirienne, a un rôle ambigu. Un rôle ambigu, c'est ce que je vais dire sur ma première intervention, parce que j'aurai l'occasion de développer, d'entrer plus en détail dans les choses. Je vais laisser la parole. Très bien. Tu n'as pas compris aujourd'hui, la MINUSMA est arrivée, entre guillemets, pour conduire le Mali vers une situation de paix définitive. Et aujourd'hui, vous le savez tous, à travers la presse, à travers nos réseaux sur place, aujourd'hui, cette mission-là est dénoncée au Mali, eu égard à son émission négative dans les affaires maliennes. Alors, comment vous, étant membre du parti au pouvoir, comment vous voyez ces choses? Oui, merci une fois de plus de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur ce sujet très très sensible au niveau de l'opinion publique nationale. Permettez-moi de commencer par présenter mes condoléances aux familles endeuillées suite aux événements qui se sont déroulés à Gao. Effectivement, la MINUSMA est arrivée au Mali, il faudra on n'insistera jamais dessus à la demande de l'État major. Même si cette demande a été quelque part conduite
par la France, c'est-à-dire la France a joué le rôle de parrain de cette démarche auprès de l'ONU en faveur du Mali. La mission en tant que telle, il faut savoir que la mission en tant que telle n'est pas contestée par les Maliens. Même la population de Gao, on sait que 2 jours avant la manifestation contre la démarche qui consistait à imposer une zone tampon, de façon, je peux dire, unilatérale, sans concertation ni des autorités, ni des mouvements d'autodéfense, ce qui a mis le feu au feu. C'est plutôt les actions et le comportement, la perception de l'aménagement, de la situation du Mali qui agace fortement les Maliens. Cela, il faudra le définir. Je pense qu'il y a 3 choses qui illustrent en général l'incompréhension des populations locales vis-à-vis de ces missions conduites par l'ONU. Il faut savoir que même dans ta propre famille, quand tu n'arrives pas à gérer ta famille et que tu fasses appel à une personne extérieure, cette personne vient avec sa perception, son propre analyse et parfois ces solutions qui ne sont pas souvent... Est-ce que les accusations envers la MINUSMA, c'est-à-dire que la signature de cette histoire de zone tampon de façon bilatérale avec le MNLA, est-ce que c'est fondé? C'est fondé dans la mesure où la MINUSMA même a communiqué sur ce document dont le contenu ne diffère d'ailleurs pas de ce qu'il décrivait en disant que c'était de la manipulation. La seule chose différente, c'était par rapport aux différents drapeaux du MNLA et de la MINUSMA. Maintenant, aujourd'hui, là où je suis, je n'ai pas tous les éléments du pourquoi, du comment de cette démarche. Le parti, le RPM, dont je suis le secrétaire à la communication, je suis aussi secrétaire à la communication des partis politiques de la mouvance présidentielle en France. Et je pense que notre parti, le RPM, a fait un communiqué condamnant la démarche qui consiste, comment vous pouvez imaginer que la MINUSMA puisse décider d'une zone tampon alors qu'elle est au Mali à la demande des autorités maliennes, que cette négociation se fasse entre, d'un côté, la MINUSMA et de l'autre côté, les forces rebelles, sans même prendre attache avec les autorités maliennes. Oui, mais quand vous dites que le RPM a condamné, qu'est-ce que le pouvoir lui-même a fait? Parce qu'au-delà de condamner, on est au Mali, il y a un président, un pouvoir élu démocratiquement. Vous savez, quand il y a eu ces événements-là, il y a des ministres qui se sont rendus en urgence jusqu'à Gao pour d'abord au siège de la MINUSMA à Bamako. Il y a eu des ministres, dont en l'occurrence le ministre de la Défense, qui s'est rendu là-bas pour avoir une discussion franche avec la MINUSMA sur l'inopportunité de la démarche. Je pense que ça a été fait. Maintenant, mais est-ce que la démarche a été abandonnée? Parce que c'est ça le problème. Oui, il est évident. Aujourd'hui, normalement, effectivement, je suis d'accord avec vous, cette démarche n'aurait pas dû avoir lieu. Maintenant, le fait est que la MINUSMA a retiré le document en question et nous en prenons acte. Et je pense que cela ne doit pas entraver les enquêtes qui sont en cours pour situer les responsabilités par rapport à... Sinon, vous avez dit, qu'est-ce que les Ivoiriens reprochent à l'ONUCI? L'ONUCI est arrivé en Côte d'Ivoire, merci, en avril 2004. L'ONUCI était venu à la demande de la France et puis devant l'échec même de l'État de Côte d'Ivoire d'assurer sa sécurité pour intervenir et pour maintenir la paix dans le pays. Mais il s'avère qu'à un moment donné, on a perçu en Côte d'Ivoire que l'ONUCI avait un jeu double. Je dirais ici que l'ONUCI, pour ce qui s'est passé tout doucement au Mali, a fait la même chose en Côte d'Ivoire, a pris part au conflit, à un moment donné, a suppléé les forces rebelles. L'ONUCI tirait à balles réelles, et l'ONUCI a pris part au conflit. Et c'est pour cela qu'une fois, de nombreuses femmes qu'on appelle les femmes patriotes sont levées et sont allées manifester devant la base de l'ONUCI en Côte d'Ivoire pour demander à ce que l'ONUCI se retire de la Côte d'Ivoire. Et pendant la crise post-électorale aussi, nous avons perçu aussi que l'ONUCI, partout il y avait des barrages pour empêcher l'ONUCI de sillonner même la ville, parce que l'ONUCI escortait les rebelles. L'ONUCI avait un jeu double. Et c'est pour cela que les missions même qui sont assignées à l'ONUCI, mais elle les laisse de côté
sans programme bien défini, on ne sait pas si elle a une autre ligne de conduite, une feuille de route qui est donnée par la puissance tutélaire et elle agit comme elle le veut. Elle bafoue la souveraineté des États, elle ne tient pas compte aussi de la réalité politique là, et pour elle, les chefs d'État ne sont rien d'autre que des sous-préfets, excusez-moi, mais dont la voix ne porte même pas. Donc les Ivoiriens ont eu cette image-là de l'ONUCI. Donc c'est cela que nous avons demandé, lorsque le président Gbagbo était là, aux 6000 militaires de l'ONUCI, c'est coûteux, qui étaient présents, de partir de la Côte d'Ivoire. Parce que l'ONUCI était une force rebelle. Elle intervenait, elle agissait. Et je dirais aussi que ce n'est pas la première fois, puisque nous avons vu ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. L'ONUCI n'a pas pu empêcher le génocide rwandais. Cela s'est passé aussi au Congo, en 1963, en 1964. Donc l'ONUCI a une vision, vraiment, a une mission qui est biaisée. Au Libéria, à côté de chez nous, en Sierra Leone aussi, c'est la même chose. Et la liste est longue. On peut parler aussi de l'Angola. Aujourd'hui, dans le cas du Mali, est-ce que vous avez vu, quand vous avez appris qu'il y aura une mission des Nations Unies de maintien de paix au Mali, est-ce que vous avez anticipé sur le fait qu'aujourd'hui, cette mission-là, elle est MINUSMA, contrairement à l'ONUCI en Côte d'Ivoire, que cette mission ferait exactement ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire? Nous le savions, parce que moi j'ai interpellé les personnes du Sud d'abord, non seulement l'action de la France au Mali, la mission de la France, lorsque les Maliens, certains Maliens jubilaient et même s'habillaient en bleu, blanc, rouge lorsque la France arrivait, j'ai dit mais est-ce que l'État malien pourra assurer sa sécurité et sillonner dans toutes les zones? Ce qui n'est pas le cas. On ne peut pas discuter avec les forces rebelles et empêcher le gouvernement malien d'être présent. Ce n'est pas normal. Vous voyez. Et le Mali a une position, je dirais, géostratégique très importante pour les grandes puissances. Et nous savons que le nord du Mali est convoité par ces puissances-là, par les États-Unis et par la France. Donc il y a des satellites qu'on veut installer dans ces zones-là, mais en empêchant l'État malien de venir là. Pour eux, le nouvel ennemi qu'ils ont, qui est Al-Qaïda, on peut avoir la mainmise, le droit de regard en installant des satellites dans ces zones-là. Donc on empêche l'État malien d'assurer ses prérogatives. Vous voyez. Donc quand l'ONUCI et la France même s'est déplacée pour aller au Mali, la MINUSMA, excusez-moi, la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, s'est déplacée et s'est rendue là-bas, moi j'ai dit, les choses vraiment allaient tourner mal. Parce que nous savons qu'elles obéissent toujours à la volonté de la puissance tutélaire qui est la France, et non à l'action et à la volonté du peuple malien et de son président. C'est ce qui se passe. Donc on tire sur des civils, moi je pense que c'est odieux. Et nous devons même revoir même les missions de l'ONUCI, de la MINUSMA aussi, et des Nations Unies. Quand vous regardez un peu le financement de l'ONU, vous comprendrez qu'on ne peut rien voir. Parce que, en fait, les États-Unis financent quasiment l'ONU. J'allais en venir, puisque vous dire que lorsque l'ONU se crée, nous ne sommes pas encore des États indépendants. C'est pour cela que nous demandons à ce que l'ONU ait une certaine réforme et qu'on donne aux États du petit un siège de membre permanent pour cette sécurité. On va revenir dessus, mais avant, on sait que le président Ibeka s'est déplacé à Gao pour la première fois, donc qui a écourté son déplacement en Allemagne, et donc qui est rentré au Mali et qui est allé à Gao, qui a tenu un discours. Mais est-ce que ce discours-là, c'est celui qu'on attendait? Quand il dit que les Maliens ne doivent pas se tromper, que la MINUSMA n'est pas notre ennemi, il a dit la même chose pour la mission française, sauf que sur le terrain, les Maliens ne se retrouvent pas dans les agissements de la France. Les Maliens ne se retrouvent pas dans les agissements de la MINUSMA. Est-ce que Ibeka est audible finalement dans cette affaire-là? Non, mais c'est un discours qui n'est pas certes populaire, mais je pense que c'est un discours responsable. Je le pense en oubliant même le fait que je suis membre de son parti. Mais je pense qu'il faut reconnaître qu'à un moment donné, cette mission est venue au Mali. Vous imaginez un seul instant aujourd'hui, un président du Mali, où 2 jours plus tôt, une partie de sa population applaudissait la MINUSMA, venir dire la MINUSMA dégage, on serait crédible. Le souci n'est pas de dire dégage, mais en fait, il n'y a pas eu de propos envers la MINUSMA. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut parler à la MINUSMA. Si vous avez tiré sur le peuple malien, voici ce qu'on va faire, on en tire les... Le président a bien dit qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, les responsabilités seront situées.
sait que les enquêtes contre Sanogo ne sont pas encore abouties. Oui, les enquêtes sur les responsabilités de l'introduction des virus au Mali sont encore en cours. Avant de prendre toute décision, quand même, c'est plus responsable d'en savoir vraiment le fond des choses. Moi, je pense qu'en faisant cela, le président a bien fait de se rendre sur place, oui, bien sûr, d'aller parler avec la population endeuillée. Et je pense qu'il a posé un acte qui est très très fort, c'est-à-dire le fait de rendre visite même à des blessés de groupes d'autodéfense. Mais en fait, ça fait partie, c'est tellement normal, sauf que comme oui, mais ça peut paraître normal, mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est fort de symbole. En fait, c'est le quotidien d'un président de la République d'aller voir les Maliens qui vont bien ou qui vont pas bien. Mais en fait, comme il ne le faisait pas, aujourd'hui le fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce que finalement le Mali n'est pas dans la réaction au lieu de l'action? On va attendre que Nampala soit attaqué, que, je sais pas moi, Kaï soit attaqué. Alors, oui, moi je pense que quand vous dites cela, on est dans la réaction. Le Mali est dans un processus aujourd'hui de négociation et obligé de respecter des accords de cessez-le-feu qui ont été signés avec la communauté internationale, le groupe rebelle. Le Mali est obligé d'accepter, de respecter ces accords-là. Maintenant, si effectivement nos positions sont attaquées, on se défend. Et je salue d'ailleurs l'action des militaires, des forces armées militaires maliennes, qui ont, depuis tout ce temps-là, subi des attaques et qui ont défendu le pays avec courage et abnégation. Je pense que ça mérite d'être soulevé et salué. Pour ce qui concerne le processus en elle-même, il est en cours. Et force est de reconnaître, je suis désolé, mais quand les gens disent toujours que c'est de la responsabilité du Mali, vous imaginez quand on est sorti de la 5e ronde de négociation à Alger, le document qui nous a été mis pendant que nous on faisait pédagogie en travaillant dessus pour améliorer et aller vers une paix, de l'autre côté, le mouvement rebelle, il faut une assemblée générale en demandant à la population de prendre les armes. Oui, mais dès lors là, mais quelle était la réaction du Mali? Il n'y en a pas eu. Oui, mais la réaction du Mali, comme vous venez de dire tout de suite, il y a des forces qui sont là. Aujourd'hui, vous croyez vraiment qu'on peut faire la guerre au mouvement rebelle? Il y a la guerre, il y a la communication de la guerre, il y a la politique. En fait, oui, nous n'avançons dans aucun de ces trois cas. Ça, c'est pas vrai. Ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan militaire, ni sur le plan communication de ces deux premiers sites. Communicationnel, ok, d'accord, ça a été dit, redit, on ne va pas revenir là-dessus, ça n'a pas commencé. Allez, on ne va pas rester sur ce thème, on va revenir sur donc, les missions de l'ONU, sur même le fait même que l'ONU existe. L'ONU n'est pas une organisation démocratique. Voilà, l'ONU n'est pas une organisation démocratique. Donc, est-ce que les États africains devraient se retirer de l'ONU carrément pour aller vers autre chose ou tenter de reformer l'ONU avec peu de chances d'y arriver? Moi, pour dire que j'ai écouté aussi l'intervention de... T'as pas compté? Je t'ai pas compté. Et je trouve que son intervention est fondée, mais là où je ne partage pas son avis, c'est quand il soulève le fait que la communauté internationale ait défini des priorités et qu'il y a eu des négociations. Je me pose une question. L'État malien ne fait-il pas partie de la communauté internationale? Première question. Parce que la communauté internationale, c'est l'ensemble des nations et nous cotisons, nous payons pour que l'ONU existe. Et nous avons aussi des ambassadeurs qui sont aux Nations Unies. Nous assurons aussi l'immunité diplomatique avec les ambassadeurs qui sont chez nous. C'est cela que, pour moi, je pense que l'ONU étant à la solde des puissances tutélaires, des puissances étrangères, lorsque c'est détourne ses missions, qui est même de désarmer les rebelles, d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire, l'ONU, ça c'est un échec manifeste. C'est tout à fait normal que les personnes maliennes se soulèvent et disent que vous nous avez endeuillés, mais retirez-vous. C'est tout à fait normal. Parce qu'on a vu que ces échecs-là, depuis toujours en Afrique, ils viennent en terrain conquis, ils font ce qu'ils veulent. Et cela n'est pas juste. C'est cela que je répondis sur la question que tu posais à l'instant, excuse-moi, pour dire que la réforme de l'ONU s'impose. Sans cela, mais il faudrait que nous pensions à une voie qui a déjà été évoquée, explorée en 1955, à Bandung, où on parlait des non-alignés, donc une force alternative à l'ONU, dans laquelle nous ne connaissons même pas. Aujourd'hui, il y a les briques sur le plan financier, mais ça a l'air un peu fragile. Parce que malheureusement, il n'y a que l'Afrique du Sud comme pays africain dans les briques.
Le Nigeria aurait pu, mais le Boko Haram a été... on ne sait pas comment Boko Haram arrive à s'en sortir, mais en tout cas, le Boko Haram est dans un processus pour retarder le Nigeria. Quand le Nigeria va se réveiller après le Boko Haram, ils auront perdu beaucoup de choses. Mais est-ce que les Africains, on parle des Africains, nous sommes des Africains, nous sommes un média qui fait la promotion de ce qui est positif en Afrique. Est-ce que les Africains gagneraient plus à créer une union, une vraie, l'équivalent de l'ONU, ou tenter de reformer l'ONU avec peu de chances de réussir? C'est ça ma question. Bon, un moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a exhibé l'idée d'une réforme de l'ONU. Alors que nous savons que la réforme de l'ONU ne peut se faire qu'avec l'avis des membres permanents. Mais à partir de 1945, où ces membres permanents ont un siège, ils ont une voix qui est prioritaire et qui s'impose à tout moment. Donc, accepter eux-mêmes de réduire leur influence géopolitique, c'est pas possible. C'est impossible. Vous voyez, c'est pour cela qu'ils avaient fait miroiter cela, cet espoir-là, à l'Égypte, à l'Afrique du Sud, au Nigeria, à la Libye, à un moment où la Libye était très, très forte. Vous voyez, en profitant des voix des uns et des autres dans les conflits internes qui existaient en Afrique. Le cas de la Côte d'Ivoire, on l'a vu, ils ont trompé un peu Olusegun Obasanjo en faisant croire que oui, s'ils suivaient la position de la France, on allait lui donner ce siège du membre permanent qu'ils combattaient. Vous voyez. Donc, pour moi, l'ONU, comme disait De Gaulle, c'est un machin. C'est une chose qui est à la solde des puissances tutélaires. Donc, pour moi, on doit créer une organisation, une alternative puissante et sérieuse face à l'ONU. Est-ce qu'on a les hommes pour? Cela peut arriver, mais est-ce qu'en 2015, on a les hommes pour? Mais il faut d'abord comprendre la nécessité de faire cela et puis engager le processus s'il le faut. Mais soulever aussi les questions qu'il faut par rapport à l'action même de l'ONU en Afrique, puisque que ce soit au Rwanda, que ce soit en Angola, en Sierra Leone, mais faire. Je parlais aussi du Mozambique aussi. Tout ça, tous ces pays-là, l'Angola, tout ça, c'est un échec. Sans compter des millions de dollars qui sont investis là-dedans. Et les États participent au maintien de la paix. Alors que cela le maintien de la paix, en fait, c'est un machin comme vous venez de le dire. Voilà, on disait que l'ONU a créé des points de PIB à certains pays, voilà. Parce qu'il y a toujours un pays derrière les missions. Cette fois-ci au Mali, c'est la France qui a derrière. Comme en Côte d'Ivoire, la France était là, la France est sous. Tu n'as pas compté, est-ce qu'on peut espérer dans tout ce brouhaha de mauvaises nouvelles? Est-ce qu'il y a des notions d'espoir par rapport à la mission de la MINUSMA au Mali? Est-ce que ça va bien se passer? La mission de la MINUSMA, je ne peux pas vous dire aujourd'hui avec certitude que ça va bien se passer. Mais vous prenez votre chapelet comme moi, quand je prends mon chapelet, je dis pour que ça se passe, il faut qu'on apprenne à écouter les Maliens. Le peuple malien, le gouvernement malien, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec eux, mais le fait est qu'aujourd'hui, à un moment donné, je me rappelle, on disait que le Mali n'était pas crédible parce qu'il y avait un pouvoir transitoire. Il y a eu des élections, il y a un pouvoir légitime qui s'est installé. Moi, plus légitime que l'élection de François Hollande, oui. Qui a eu le cas à 77%. Oui. Hollande, à ce qui me paraît, là, à 52, voilà, on ne sait pas. Et moi, je m'étais insurgé sur une des radios aussi, que je ne citerai peut-être pas, une radio internationale. Je m'étais déjà insurgé sur ce radio-là contre le fait qu'il y avait un moment où il y avait une mission de MINUSMA, l'état-major MINUSMA, Barkhane et MNLA, qui ont organisé une rencontre pour lutter contre le terrorisme au nord du Mali, sans associer les autorités maliennes. Il est tout à fait évident que cela est inadmissible. Quand on veut trouver une solution, j'avais évoqué en premier lieu que quelqu'un vient, vous lui confiez, vous lui expliquez votre problème, il vient avec sa solution à lui. Mais tu ne peux pas régler le problème des gens à leur place. En dehors même du cadre de la MINUSMA au Mali, pourquoi les missions de l'ONU échouent? C'est parce que tout simplement, quand vous l'avez dit, on ne va pas s'éterniser là-dessus, c'est l'institution la plus antidémocratique au monde. Plus de 50% des résolutions de l'ONU concernent l'Afrique. L'Afrique ne dispose pas de seul siège permanent avec droit de veto. Vous imaginez que on peut décider de faire quelque chose dans le monde. Le monde entier peut être d'accord sur quelque chose. Il suffit qu'un seul membre permanent avec droit de veto à l'ONU dise non pour qu'on bloque cela. Ce n'est pas acceptable. On a souligné l'hypothèse de créer une institution, mais
Nous avons l'Union africaine, il faudrait déjà qu'on arrive à faire vivre l'Union africaine. On n'y arrive pas. C'est bien, c'est un vœu pieux de créer une autre institution. C'est très bien. Moi, je trouve l'idée très bien. Mais pour cela, il faudra déjà qu'on arrive à viabiliser les existants, les institutions existantes. Il y a ce point-là. Moi, je dis aussi, l'espoir vient d'où quand vous me dites l'espoir? Mon espoir vient du peuple de Gao. Qui disent oui, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec nos dirigeants, mais on aimerait que quand on discute de notre pays, il faudrait qu'on associe nos autorités. Et je regrette que, en tant que jeune, je regrette le fait que quand il y a eu un mouvement à Bamako et qu'il y ait eu moins de 200 personnes pour soutenir cette démarche-là. Pour finir, je pense que quand vous nous dites est-ce que nous avons les hommes pour cela, pour porter haut la voix de l'Afrique aujourd'hui, moi je me dis, quand je regarde aujourd'hui ce qui s'est passé récemment en Grèce, je me pose la question inverse, est-ce que nous avons le peuple africain pour aujourd'hui? Pour décider de ce... Parce que quand on regarde la Grèce, ce que la Grèce a subi durant les 4 dernières années, l'Afrique l'a subi pendant plus de 25 ans. Oui, mais avec une accélération durant les 25 dernières années avec les politiques d'ajustement structurel. Eh bien, la Grèce a tout simplement balayé tout de suite tous les partis politiques qui ont dirigé ces pays durant depuis leur entrée dans l'euro jusqu'à maintenant. Je pense qu'à un moment donné, le peuple aussi peut indiquer la voie à suivre. Inch'Allah, Jonas, je te laisse dire ton dernier mot. Oui, moi je pense que à travers même les actions de l'ONU en Côte d'Ivoire et au Mali, bon, je pense que l'ONU n'est plus crédible à venir intervenir dans les missions de la paix. Bon, cela montre aussi, met en exergue l'échec même de la formation de nos États et aussi des armées, où il n'y a pas d'armée qui soit vraiment compétente à endiguer les mouvements rebelles et terroristes. Mais je pense qu'on doit associer les peuples aux décisions qui les concernent. Il faudrait que les dirigeants que nous avons élus, moi c'est l'espoir que je porte concernant le Mali, j'ai pensé, et j'ai fait ce vœu-là, que le Mali retrouve sa souveraineté après l'élection de Ibeka. Mais cela n'est pas le cas. Mais on doit mettre l'accent dessus pour dire qu'aujourd'hui, nous avons le droit d'assurer notre sécurité un peu partout. C'est pour cela que cette émission-là, moi je pense qu'on doit mettre faire sa présence au Mali. Et que les populations de Gao se rebellent, se révoltent, tout ça, face aux tueries, à la boucherie qui a eu lieu, tout à fait normal. Et je dirais aussi que les hommes existent. Les hommes existent, ils doivent chercher les moyens, et ceux qui nous entendent. Mais depuis la chute et le démantèlement de l'URSS, nous voyons que la notion même d'équilibre de la terreur a disparu. Ces puissances-là aujourd'hui, les États-Unis et leurs alliés, devenus l'hyperpuissance mondiale, qu'est-ce que ces puissances-là font? Elles se gèrent dans l'ordre interne des États qui n'ont pas de souveraineté. C'est le cas du Mali aujourd'hui. Donc on doit créer une union, une unité très très forte pour endiguer ce phénomène-là. Sans quoi on ne s'en sortira pas et les décisions prises seront toujours biaisées. Moi c'est mon vœu. J'aimerais qu'on soit fort, mais fort ensemble. Parce que le phénomène, nous l'avons compris, aucune puissance extérieure ne m'aidera sur notre sécurité. Ça, ce n'est pas possible. Et le tableau même, le regard rétrospectif de tout ce qui s'est passé en tant que mission de l'ONU en Afrique témoigne même d'un échec. Je pense que nos dirigeants ne doivent pas se dépêcher spontanément pour faire appel à l'ONU. Sinon, il y aura toujours la main invisible, une puissance tutélaire que je n'ai pas nommée, qui s'appelle la France, derrière ce projet-là. Très bien, sur ces paroles, avant de terminer, je tiens à souhaiter beaucoup de courage au peuple de Gao, enfin à tout le peuple malien, à tout le peuple africain. Mais aujourd'hui, nous parlons du Mali, du nord du Mali. Je tiens à signifier mes encouragements, mes soutiens au peuple de Gao, qui est un brave peuple qui se bat déjà avec rien et rien autour contre toute une puissance formée par l'élargissement du MNLA et ses alliés terroristes de toutes parts. Et donc, ils sachent que nous, ici à RT Média, avec nos collaborateurs, nous les soutenons, nous restons vigilants sur ce qui se passe là-bas. Je voulais juste souligner un point, c'est qu'il y a un langage médiatique qu'on essaie d'imposer à tout le monde en appelant le groupe d'autodéfense les pro-maliens. Ce ne sont pas des pro-État. Comme le président l'a si bien dit d'ailleurs,
ce sont des autochtones qui ont le droit de ne pas subir la dictat du MNLA. Dimanche dernier, nous avons reçu ici le porte-parole de la cellule Europe du Gatia qui a très bien expliqué ce qu'est le Gatia. Donc, c'est pas quelque chose de. C'est pas un satellite de l'État malien. Parce que les gens sont des patriotes. Les gens qui cette idée parce qu'il y a des éléments qui étaient dans l'armée malienne, mais il y a des éléments de anciens éléments de l'armée malienne chez le MNLA. Voilà, ils ne peuvent pas voir leur famille. Très bien, nous allons conclure. Donc, merci à tous les spectateurs de RP Média et à dimanche prochain pour un autre numéro de Blabla Sensé. Merci.